Bonjour et bienvenue à la 3e émission de Max et Bruno. Je suis content de te voir. C'était très cheesy, hein? Très. C'était stagé. C'était stagé. Moi aussi, je suis content. Pour ça. Parce qu'il faut expliquer, Bruno, on se voit pas beaucoup de ces temps-ci parce que tu es encore à Toronto. Ton aventure à Battle of the Blades continue. Alors, conte-nous ça un petit peu comment ça a été la semaine passée. Bien, la semaine passée, j'ai été mis en danger contre PJ Stock, un autre collègue à RDS. Parce que les Québécois ne votent pas encore assez. Mais non, les Québécois sont pas impliqués. On a besoin des votes après la performance pour pas avoir à se battre pour rester sur l'émission. Et c'était nous contre PJ. Et finalement, le juge a décidé de garder tout le monde pour la semaine prochaine. Donc, on a recommencé l'entraînement. C'est pour ça que je peux pas te voir, Max. Je continue à m'entraîner. Et c'est pour ça que j'ai l'air barré présentement. Je me suis barré le cou. J'ai mal à une épaule. J'ai mal partout. On a une levée aujourd'hui pour la prochaine semaine, pour le prochain spectacle. Je prends Ekaterina, une légende russe, puis je m'appasse autour du cou comme un foulard, puis ça a mal viré dans une pratique. J'ai mal, je suis barré. Moi, grave, on lâche pas. J'aimerais vraiment ça pour la semaine prochaine. Je te lance un défi. C'est que tu amènes ton costume et que tu fais le prochain show, l'émission numéro 4, avec ton costume de cette semaine. C'est pas si pire. Il est assez simple, le prochain costume. Peut-être je vais m'arranger pour l'amener. Maintenant, c'est disponible sur rds.ca. Donc, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas RDS, vous voulez qu'il regarde l'émission parce que c'est malade, c'est capoté, il peut aller sur rds.ca et regarder des bouts de cette émission-là. Et aussi, les balados disponibles là, à partir du soir sur toutes les plateformes. Oubliez surtout pas de poser vos questions parce que c'est un show qui est échanger. Interactif. On va répondre à n'importe quelle question aujourd'hui. La semaine dernière, les 7 derniers jours du Canadien de Montréal, qu'est-ce que tu retiens? On a eu 3 points sur 6. On a perdu en prolongation contre les Sabres de Buffalo. Après, on a perdu contre Détroit, aussi la première de Carey Price, c'est le Canadien à Montréal jeudi passé. Et samedi, on a battu les champions de la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce qui a marqué ton attention cette semaine? Bien, si on commence, on va y aller au point de vue collectif. Il y a eu c'est une semaine en dents de scie pour le Canadien. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments un peu plus difficiles. J'ai trouvé qu'ils ont très bien rebondi après une défaite difficile contre Détroit, le match d'ouverture. Très bien rebondi contre les Blues de Saint-Louis. Mais une chose que j'ai vue cette semaine, le désavantage numérique. Il y a eu des succès l'année dernière. Le Canadien était 13e en désavantage numérique la dernière saison. Et là, se sont fait marquer à chacun des matchs. Et ça a été un gros point pour le match contre Buffalo. Il y a 2 buts. Sur la feuille de pointage, il y a 2 buts en avantage numérique des Sabres. Mais en vrai, c'est le 3e aussi en prolongation. Philippe Danault n'était même pas entré dans la zone encore. J'aimerais que tu me parles un peu de ce que tu as vu du désavantage numérique. Il y a des ajustements à faire. Et je vais te poser une question vite par rapport à ça. Si tu étais un entraîneur du Canadien de Montréal, l'an passé, le Canadien avait des problèmes avec leur avantage numérique. Cette année, c'est le désavantage en début de saison. Pour toi, si tu es entraîneur du Canadien, est-ce que tu aimes mieux avoir des problèmes avec ton avantage numérique ou ton désavantage numérique? Et c'est pas évident. Mais c'est sûr que je pense que c'est plus facile à corriger un désavantage numérique, de mettre de la pression, de jouer défensivement. Avec peut-être qu'un problème, c'est moins. Et c'est là que Claude Julien, j'ai entendu à sa conférence de presse, il disait que le désavantage numérique, c'est présentement, ça va pas bien. Moi, de ce que je vois des matchs, des erreurs qu'ils font, ils ont marqué des buts souvent, ils sont fait marquer, c'était les passes transversales. Et là, il faut couper ça. Et ça, c'est le rôle de F2 pour moi. C'est certain que des avantages numériques, comme tu le mentionnes, faut bloquer les lancers, il faut vouloir, il faut avoir des couilles, comme on dit. Il faut vraiment vouloir faire tous les petits détails, avoir le bon effectif. Mais aussi, c'est des petites choses, comme tu dis, là, c'est pas grand-chose arriver à régler ça. C'est des petites choses, des lignes de passe, mais il faut de la chimie. On sait avec qui on tue des pénalités. Et donc, je suis moins inquiet pour un désavantage numérique que pour l'avantage numérique. On parle de cohésion et de synergie sur un trio avec la rondelle. Est-ce que c'est très important de savoir pour un joueur là, qui joue en désavantage numérique, on connaît un peu les duos qu'on a vus depuis le début de la saison. Est-ce que c'est important de tout le temps avoir le même gars à côté de toi et de créer cette synergie-là en désavantage numérique aussi? Ça l'aide beaucoup de savoir avec qui tu tues une punition. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est que le système soit tellement détaillé. En avantage numérique, on laisse beaucoup de place à la créativité. Donc, on ne veut pas instaurer trop un système qui est détaillé. Mais en désavantage numérique, pour moi, c'est vraiment très, très détaillé. Parce que quand il y a un but qui se passe, tu fais marquer, tu sais exactement c'est la faute de qui. Et ça, après ça, c'est facile à corriger. Pour moi, ça, André Tourigny au Colorado, c'est ça qu'il faisait. C'était tellement défini que dès qu'il y avait un but, tu fais regarder le défenseur et dire
Ça, c'était ta responsabilité. Il fallait que tu le bloques, c'était lancé là. Hein? Tu blâmais tout le temps le défenseur. Ben exactement, ouais, c'est très facile. C'est ça ton truc. Mais moi, une autre chose que j'ai retenue cette semaine, et ça l'a mis fin à la semaine comme ça, c'est Jonathan Drouin, le Québécois, qui, là, il faut encapsuler ce moment-là et il va falloir se rappeler de cette ovation-là ou du fait qu'il est apprécié et aimé beaucoup des partisans. Quand c'est sûr que ça va arriver avec David, ça va arriver à Sidney Crosby, ça va arriver à Jonathan Drouin, il va connaître des moments un peu plus difficiles. Mais moi, son engagement, son intensité, sur ici, on a vu une séquence là, à l'écran, c'était Jonathan Drouin qui embarque sur la glace avant de marquer son but contre les Blues de Saint-Louis. À la seconde que ses patins touchent la glace, il bouge, c'est rapide, il veut la rondelle. C'est pas à faire en semblant que je m'en vais dans zone neutre puis je suis peut-être disponible. Il la veut, cette rondelle-là, la façon qu'il se déplace, engagé en avantage numérique. Il bouge les pieds, il bouge la rondelle et c'est ça l'intensité que tu vas retrouver chez Jonathan Drouin. C'est quoi les facettes de son jeu que tu as vues dans les derniers matchs qui font qu'il y a du succès présentement et sur lesquels il devrait continuer à se concentrer pour continuer ce succès-là? Bien, premièrement, pour moi, c'est l'émotion. On a vu comment ça s'est terminé sur la glace du Centre Bell samedi où il parlait avec son cœur, il parlait comment il appréciait les fans du Canadien, comment il est fier de jouer pour le Canadien de Montréal. Il a dit, c'est mon moment. Il a pris ce moment-là, il a pris le temps pour apprécier les fans du Canadien de Montréal, avoir une bonne performance. Donc, pour moi, Jonathan Drouin, ça commence avec l'émotion. C'est tellement important pour lui. Mais après ça, tu l'as mentionné, tu veux la rondelle. On l'a vu sur la première séquence. Il y a son bâton en avant de lui et dit « Let's go, je suis ouvert ». Il donne pas le choix au défenseur. Exactement. Le défenseur, tu regardes ça, il faut que tu bouges ta rondelle. Et je l'ai fait souvent en tant que joueur de centre quand je jouais, où tu t'en vas dans le milieu de la glace et là, t'es pas certain si tu la veux ou pas. Puis, tu sais, souvent, ton bâton est élevé un petit peu, mais il est engagé et ça se voit qu'il joue avec confiance. Donc, je suis très, très content. Et comme tu dis, pour les fans du Canadien de Montréal, rappelez-vous de ce moment-là et même les médias, en quelque sorte. Là, les gens, là, c'est hot, c'est beau, il joue bien, mais rappelez-vous que Jonathan Drouin peut être ce joueur-là et il est présentement pour le Canadien. Parce que c'est 4 points dans les 3 derniers matchs, mais ça va au-delà de ça. Ça va dans son effort. Et au niveau de la production, peut-être que ça ne suivra pas, on le mentionnait, il va y avoir des périodes creuses, c'est sûr qu'il va y avoir des périodes creuses, mais si l'intensité reste le plus constante possible pendant la saison, si son engagement est là, je pense que là, on l'a vu que les partisans sont capables d'apprécier ce côté-là et de voir, c'est de là que de l'encourager, on le voit, là, la confiance est là. C'est un bon lancer qu'il a fait. Quand tu vois que le joueur est engagé, puis il y a de la confiance, puis il y a du support, à quel point ça peut grandir rapidement. Oui. Et Claude Julien, présentement, il utilise très bien Jonathan Drouin, il joue très bien avec Kotkaniemi, Armia qui a eu une super semaine aussi. Mais Claude, de mon expérience personnelle avec lui, il m'a coaché à Boston. C'est un gars qui aime ses vétérans. Il les utilise très bien, leur donne la confiance. Mais il faut que les vétérans aussi, ils livrent la marchandise. On voit présentement un joueur que j'aime beaucoup, un ancien coéquipier à toi, un chum personnel à toi, Nate Thompson, que j'ai eu la chance de jaser hier. J'étais au Centre Bell, j'ai jasé. Et lui s'amuse comme un petit fou et joue du hockey très, très bon. Donc, au retour, une entrevue extraordinaire avec Alex Killorn, un Montréalais qu'on aime beaucoup, du Lightning de Tampa Bay. Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. Alors, on est de retour pour la portion entrevue de Max et Zoro. Alors, hier, j'ai eu la chance d'aller au Centre Bell poser quelques questions à Alex Killorn, un Montréalais, un joueur du Lightning de Tampa Bay. Il ne pouvait pas être en studio aujourd'hui avec nous parce qu'il y avait un match à jouer contre le Canadien. Alors, on écoute ça. Alex Killorn, merci d'être là aujourd'hui. C'est la 3e de Max et Bruno. On a eu Marc-André Fleury, Vincent Cavalier. Tu es le 3e invité. Es-tu fier? Je suis vraiment excité d'être avec toi et faire une interview en français. C'est vraiment excitant pour moi. C'est rare parce qu'il faut dire que Alex Killorn, c'est un anglophone qui parle français. Ouais. Tu as grandi à Beaconsfield. Ouais. Tu as joué ton hockey mineur à Montréal. Ouais. Puis comment c'était? As-tu toujours parlé en anglais à la maison, puis tu allais au hockey, puis c'était français? Oui, parce que mes parents viennent de Nouvelle-Écosse. D'abord, pour moi, quand j'étais un an, je suis venu à Montréal et mes parents ne pouvaient pas parler en français, mais j'avais des amis qui pouvaient parler en français d'abord. J'ai appris avec eux. OK. Puis à l'école, tu allais avec l'anglophone? Oui. Ouais. OK.
Puis est-ce que ton équipe préférée quand tu as grandi à Montréal, c'était les Canadiens? Oui, toujours. C'est comme tous les gars qui sont à Montréal quand ils sont plus petits. Je venais ici pour regarder les matchs et comme mes joueurs comme Vincent Danfou, Sakou Koivu étaient mes joueurs préférés. Est-ce que tu aurais aimé ça, jouer pour le Canadien de Montréal? Il faut que je te le demande. Oui, peut-être un jour. Je suis très content où je suis maintenant, en Tampa, mais dans le futur peut-être. Tu as été au Lac-Saint-Louis, faire ton midget 3A. Après ça, tu as choisi la route universitaire. Ouais. T'avais-tu la chance d'aller junior majeur? Oui, j'étais repêché par Shawinigan dans le 3e round. Je suis allé là pour le camp. Je pense que c'est 48 heures pour faire ça, mais pour moi, j'étais vraiment petit et je pensais que je n'étais pas préparé pour jouer dans le junior maintenant. D'abord, je suis allé au collège pour peut-être développer plus sur mon jeu. Et pourquoi Harvard? Il y avait comme 3 de mes amis, les Biega. Tu les connais? Un qui joue en Vancouver, où il était Kevin? seulement échangé Alex Biega. Alex Biega. Et ils ont tous allé là. D'abord pour moi, je suis visité quand j'étais comme 15 ans et je voulais toujours aller là. Et quand j'ai reçu la chance, j'y allais. T'étais-tu un nerd à l'école avant d'aller là? Pas vraiment. Pas vraiment. J'étais quand même un bon étudiant, mais pas comme un étudiant qui allait aller à Harvard. Je pense que c'est parce que j'ai joué au hockey que je pouvais faire ça. OK, ils t'ont recruté, là, qu'ils prennent n'importe qui. Oui. Je pense, Puis là, on regarde. Quel avantage, tu penses, pour toi en tant que joueur de hockey, ça l'a fait d'aller au collège? Ouais. Pour moi, je pense que quand tu joues en junior, tu dois jouer professionnellement quand tu as 20 ans. Et pour moi, je n'étais pas préparé pour ça. J'étais très petit quand j'étais plus jeune, comme un late bloomer. D'abord, j'avais besoin de ces 4 années à l'université pour être le joueur que je suis aujourd'hui. Et quand j'ai joué professionnellement dans mon premier match, je me sentais bien sur la glace, comme j'étais développé bien ça. Ouais. Est-ce que tu aurais pu quitter après 2 ans? Je pouvais. Je pense que j'ai eu une conversation avec Steve Yzerman après mon 3e année et il m'a dit que j'avais un contrat si je voulais, mais il était OK si je restais pour mon 4e année parce qu'il pensait que ça serait bon pour moi une autre année à l'université. OK, parce que là, tout le monde... Il m'a pas poussé dans une direction. Wow. Ouais. Il t'a écouté, il t'a dit si tu veux terminer. Puis c'était seulement une question... C'était important pour moi aussi parce que je suis là pour 3 années, je veux finir mon université, c'était important pour moi et pour ma famille. Fait que tu as été intelligent, tu n'as pas juste pensé tout de suite au hockey, tu t'es dit, j'ai déjà fait 3 ans, je vais le terminer. T'as-tu dit en quoi? Sciences politiques. OK, puis ça, tu peux faire quoi avec ça plus tard? T'as-tu pensé à ça? Je peux faire d'autres choses, mais pour moi, je pense que comme quelque chose dans real estate commercial, j'ai des amis qui font ça maintenant et ça m'intéresse d'avoir peut-être quelque chose comme ça. Cole Caulfield est au collège présentement et on parle souvent, on le veut à Montréal le plus vite possible. Toi, tu lui suggères quoi? Mais c'est différent pour tout le monde. Comme, pour moi, j'avais besoin des 4 années, mais tu regardes un joueur comme Eichel, il avait seulement besoin d'un. D'abord, chaque joueur est différent et il doit, pour soi-même, voir qu'est-ce qui est la meilleure chose pour lui. Peut-être c'est 2 ans, peut-être c'est 3 ans, mais quand il vient dans la LNH, il doit être préparé. Chapeau d'avoir fini ton collège. Ton premier point dans la Ligue nationale était une assiste sur un but de Vincent Lecavalier. C'était comment de jouer avec un gars comme lui? Vincent a grandi proche de moi dans West Island. D'abord, il était toujours comme mon idole quand j'étais plus petit. Je suis allé à son camp quand j'étais comme... Il y a une photo de moi, j'étais comme ça. Mais il était toujours mon idole et jouer avec lui sur mon premier match, c'était comme vraiment un rêve. Et il est devenu un ami de moi maintenant et je suis très happy de faire ça avec lui. Mon premier point était sur un de ses buts. Ah ouais, c'est très cool. Ton plus beau moment à date en carrière, ça fait 6 saisons, 7 saisons maintenant? Oui, c'est la 8e saison. 8e? Tu as joué 7 saisons. Ouais. C'est quoi ton plus beau moment à date dans la Ligue nationale? Je pense que pour moi, individuellement, j'ai compté un but dans le 7e match contre les Rangers dans l'Eastern Conference Finals. Et c'était le but gagnant du match. Et
c'était le meilleur moment pour moi à date. J'ai pas le choix de revenir un peu sur l'an passé. On sait ce qui s'est passé en première ronde. Cet été, comment tu t'es senti cet été? Comment tu arrives, tu t'entraînes? C'est quoi ton objectif là, après une saison comme l'an passé, ton été puis ton début de saison? C'est difficile parce que dans l'été, tout le monde te demande des questions, comme tu vas faire du golf et tous tes amis demandent qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est une question que j'ai répondu beaucoup maintenant et c'est une nouvelle saison maintenant. D'abord, c'est dans le passé et on concentre sur cette saison. T'as-tu hâte d'arriver en série? Tu sais, t'as-tu hâte d'arriver en série cette année? On dirait que tu dis, OK, j'ai encore 82 matchs à jouer. Là, on dirait que moi, je voudrais tout de suite être en première ronde des séries pour... Ça, c'est la chose difficile pour nous autres parce qu'on était tellement une bonne équipe que c'est facile de penser qu'on va juste arriver aux séries, mais c'est 82 matchs, ouais? C'est difficile et on doit concentrer sur chaque match. D'abord, on fait ça maintenant. Dernière question, un conseil que tu pourrais donner à un jeune qui veut jouer avec National? Est-ce que tu en as un? Bon, pour moi, c'était comme prends ton temps. C'est différent pour chaque joueur. Mais j'ai joué dans la LNH quand j'étais 22. Ça m'a pris du temps un peu, mais quand j'étais là, j'étais prêt. Good. Merci beaucoup. Thank you very much. Thanks, bud. And bonne game demain soir. Merci. Très bonne entrevue avec Alex Killorn. Impressionnant son français avec toutes ces années à Harvard dans la Ligue nationale, que ça se passe en anglais. Mais moi, la seule affaire sur laquelle j'étais concentré, c'est tes cheveux. Il me semble qu'il y a un changement. Parce que j'espère que tu as gardé le reçu de faire rembourser. Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. On est de retour dans le dernier droit de cette émission. Ça, c'est la partie où notre esprit compétitif embarque. On se fait des petits paris à chaque semaine. Et ça, c'est le résultat de la première semaine. Donc, on est nez à nez. Tu as réussi à faire un point parce que tu avais prédit le nombre de points que le Canadien allait récolter pendant la semaine. 3 points. Et moi, j'ai réussi à faire mon point parce que j'ai prédit que l'Avalanche du Colorado serait encore invaincu à la fin de la semaine. On battu les Bruins de Boston, l'Arizona et une dégelée à Washington pour demeurer une des équipes invaincues dans la Ligue nationale. Oui, malheureusement, mes Rangers que j'avais choisis... un match! Il y avait seulement un match à la maison et ils ont réussi à perdre leur match. Donc, la safe bet n'est pas toujours la bonne. Et pour le premier but de la saison, notre troisième pari, j'avais été avec Paul Byron pour marquer le premier but. Et moi, j'avais choisi Victor Mété. Mais aucun des deux a réussi. Aucun des deux. Ça a été Armia qui a marqué le premier but dans les 6 joueurs qu'on avait choisis. Et cette semaine, pour les paris, on va y aller à chaque semaine. On va y aller avec la semaine du Canadien. Donc, combien de points en 4 matchs, 2 à la maison, 2 sur la route, que le Canadien remportera cette semaine? J'ai eu le premier choix pour celle-là. C'est un calendrier. C'est pas évident comme calendrier, surtout d'y aller à Minnesota ou à Saint-Louis. Mais je donne 4 points aux Canadiens pour la semaine. Je vais y aller avec 5 parce que 4 étaient pris. Je vais aller avec 5 points. Je crois que jeudi, contre le Minnesota, ils ont des bonnes chances de gagner et aussi peut-être un point à Saint-Louis et au Minnesota dimanche. On revient avec qui va être, comme deuxième question pour notre pari, qui va être le prochain à briser la glace du Canadien entre Weber, Byron, Mété et Suzuki. Qui est ton choix? Je vais y aller avec Shea Weber parce que Weber est mis dans... Il est souvent sur la glace, certainement. Son lancer, je crois que ça s'en vient. L'avantage numérique du Canadien va bien. Il y a beaucoup de chances de marquer. Donc, chez Weber avec un lancer très dangereux, peut-être même ce soir contre le Lightning. Mais moi, je vais avec T-Paul Byron. La vitesse, il est dû. Je pense que T-Paul va trouver le fond du filet rapidement. Et là, on fait un petit clin d'œil à l'équipe préférée, à Brendan Gallagher, qui est un grand partisan de football, les Bengals de Cincinnati. Et on se dit, qui entre les Bengals ou les Devils du New Jersey vont connaître leur première victoire cette semaine? Les Bengals sont à la maison contre les Jaguars de Jacksonville. Et pour ce qui est des Devils, ils ont 3 matchs cette semaine. Et on a décidé d'y aller les deux avec les Devils. Je pense qu'ils sont dus. Oui, ils sont dus. Je trouve ça plate un petit peu la situation. Les Devils, je crois qu'on...
on les avait choisis comme équipe surprise un petit peu cette année, où Ray Shero a fait des bons changements avec... Tu les avais mis en série dans nos prédictions? Oui, exactement. Pas moi. Et je les moi, je les ai pas toi, mis. non? Tu connais ça, toi? Hein? On s'en reparlera à la fin de la saison, mais tu sais, j'ai aimé les changements qu'ils ont fait au New Jersey, qu'ils ont apporté. Jack Hughes aussi, j'ai hâte de le voir. Il n'y a pas un point encore pour un premier choix au total, donc j'ai hâte de... Quand Jack va débloquer, ça va aider les Devils du New Jersey. Mais là, on veut garder un moment parce qu'une des choses qu'on veut faire, c'est interagir le plus possible. On veut entendre vos questions, qu'on puisse échanger, parler de hockey. Et on a deux très bonnes questions cette semaine qu'on aimerait répondre. Il y a Marc-André Gauthier. Jusqu'à quand un joueur peut-il être laissé de côté en début de saison avant que son moral soit trop bas? Vous demandez aux bonnes personnes parce que j'ai été laissé de côté lors de ma dernière saison dans la Ligue nationale et aussi en KHL l'an passé. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de stress qui vient avec ça, se faire laisser de côté. Sur nous, je crois que surtout quand on est jeune, on sait pas trop comment dealer avec ça. C'est difficile sur le mental, la préparation. Là, tu arrives le matin, parce que tu sais pas, c'est pas cette semaine, tu vas jouer 2 matchs sur 3. C'est au jour, le jour. Donc, le matin, tu arrives à l'aréna, tu regardes les chandails dans la chambre, tu dis « Ah non, pas le chandail marron. » Et là, tu sais que tu joues pas. Et ça, c'est si l'entraîneur est gentil, parce que parfois, même le matin, tu n'es pas certain. C'est en arrivant à l'aréna. Donc, tu fais toute ta préparation tout au long de la journée. Tu arrives à l'aréna, tu apprends que tu ne joues pas. C'est décevant. Mais c'est un défi. De rester, les joueurs doivent se rester prêts. Mais ça commence après, là, surtout pour un jeune joueur, là, 4 matchs de suite. Nick Cousin, lui, qui était blessé, c'est différent. Il est en réhabilitation. Mais pour ce qui est de Fleury, 4 matchs de suite, ça commence bientôt. Tu penses, soit il joue à Montréal ou peut-être un petit voyage à Laval pour jouer quelques matchs. Ça serait très bon dans son cas. Une autre question qu'on a, et ça l'a ramené des bons souvenirs, celle-là. Le joueur qu'on détestait le plus pendant notre carrière, un adversaire. Mais moi, j'y vais avec les Islanders. C'est sûr que je joue avec mes rivaux, les Rangers de New York. Et moi, c'était Sean Avery. Pas capable. Pas capable, lui. Pourquoi? Pas capable de lui. Pourquoi? C'était une peste, une vraie peste, très bonne, qui se faisait aller, clapait beaucoup. Et on a eu nos indifférents. Ça, c'était un match. Présentement, on voit des images, un match le 26 décembre. C'était un match d'une rivalité. T'es dans le temps de Noël. En plus, j'avais des amis qui étaient au match. Donc, ça m'a motivé un petit peu, mais ils cherchaient le trouble. Et c'était pour mettre l'équipe dans la rencontre. J'étais un peu plus tôt. Je l'avais frappé dans le centre de la glace. Et je courais après un petit peu pour essayer de donner le ton. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a été apprécié. C'est pas la meilleure bagarre. Mes talents de pugiliste n'étaient pas là. Mais c'était quand même un moment et je pense que l'équipe avait apprécié. Mais toi aussi, Sean Avery cherchait le trouble un peu avec tout le monde. Toi aussi, tu as eu des petits moments avec lui. Je pense que Sean Avery n'aimait pas nécessairement les Québécois. Et je sais pas si c'est ça, mais on va dire que c'est ça. Moi aussi, certainement, j'ai eu plein de petites bagarres. Justement, on en voit une. Là, c'est moi qui voulais y aller avec Sean Avery. Et là, il a peur. Regarde comment il a peur, parce que là, j'ai fait le chat. Regarde, là, il rit de moi parce que j'ai utilisé ma technique du chat. Je me laissais pousser les ongles pendant la saison. Mais c'est une technique de ninja. Oui, exactement. C'est sûr que si tu l'agrippes, d'après moi, tu y en donnes une bonne. J'ai compris. J'ai parlé à certains de ses coéquipiers et le lendemain, et il paraît qu'il n'avait pas dormi de la nuit parce qu'il avait tellement eu peur de moi. Donc, la technique du chat, c'est toujours très... Mais il y a aussi John Sim. John Sim, que j'haïssais jouer contre. Il m'avait déjà dit que j'utilisais les salons de bronzage. Et ça m'avait choqué beaucoup parce que j'avais jamais fait ça. Mais en tout cas, très plaisant. Mais on vous invite tout le temps à échanger les questions. Ça va être disponible sur un balado à partir de ce soir sur toutes les plateformes. C'était super. À la semaine prochaine.